Mais alors, pour vous, Et est-ce donc, que le fascisme, c'est un équivalent de dictatorial ou de totalitaire ou bien est-ce que ça a une spécificité? alors, le fascisme, c'est, la xénophobie plus l'État policier. Mmh. Voilà. Réduit à son essence, c'est ça. À une époque, ça incluait aussi automatiquement la dictature. Ça a évolué. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus, ça n'a plus un caractère systématique. Ça se voit avec, c'est-à-dire qu'ils ont plus tendance à faire évoluer la démocratie libérale dont ils héritent vers ce qu'on pourrait qualifier de démocrature, c'est-à-dire la démocratie sans l'état de droit. Et donc ça donne Trump, ça donne, Bolsonaro, ça donne, Meloni qui est en train d'essayer de faire ça. Alors, ça se repère assez facilement. Dès que vous avez un chef de gouvernement qui est d'extrême droite et qui commence à essayer de démolir le pouvoir judiciaire, c'est bon, c'est en route. Mmh. Voilà, c'est un très bon critère. Il y a d'autres critères, mais celui-là, je le trouve assez fiable. Et donc, ça peut aller jusqu'à la démocratie d'apparat, c'est-à-dire Poutine. Voilà, ça c'est un très bon exemple. Poutine, c'est un régime fasciste, qui fait des simulacres d'élections. Alors, Trump est un dirigeant fasciste d'une démocratie libérale. Donc la politique qu'il essaye de mettre en place, qu'il s'efforce de mettre en place est fasciste, lui-même est de conviction politique manifestement fasciste, mais il n'en est pas au stade où il a rendu les institutions de son pays, il a transformé son pays en un régime fasciste, dont je précise que maintenant, et c'est une nouveauté, une innovation récente, il n'inclut pas nécessairement l'abolition des élections. Par contre, il inclut toujours, ça c'est vraiment une constante, de défoncer l'état de droit. Raison pour laquelle Bruno Retailleau doit être pris au sérieux en France. C'est quelqu'un qui vous a dit, sitôt qu'il a été mis en place au ministère de l'Intérieur, l'état de droit, ça n'est ni intangible ni sacré. Oui, alors ça, c'est C'est très grave, ça, c'est quelque chose qu'effectivement c'est très grave. vous avez fait, ressortir avec régularité dans les différentes, Ah bah oui, interpellations, faut surtout pas médiatiques l'oublier ça, ouais. que vous avez eues et effectivement, vous avez avec beaucoup de régularité traité, Bruno, Retailleau de Qualifié. qualifié, pardon. Bruno Retailleau de fasciste, est-ce Oui, que c'est pardon, pas juste une je fais une parenthèse. forme d'exagération? Non, justement, c'est que, oui, je vous ai repris, pardonnez-moi sur ce mot-là, c'est, je ne l'ai pas traité de fasciste, je l'ai qualifié de fasciste. C'est-à-dire que j'insiste là-dessus parce que, hem, on peut parfois, dans mes prises de parole publiques, confondre, heu, le caractère affirmé et tranché de mes positions avec, heu, une attaque. Moi, je quand je dis que quelqu'un est fasciste, ça veut dire que je constate qu'il est fasciste. Il y a rien de personnel là-dedans et il se trouve que c'est donc par conséquent un adversaire puisque moi je suis partisan de la démocratie et de l'état de droit. Ça n'inclut pas de ma part, la moindre espèce de détestation, de la personne. C'est absolument pas mon sujet. Mais il se trouve que quand vous dites que l'état de droit n'est pas sacré, je vous identifie immédiatement comme un ennemi dangereux. Parce Et que l'état de droit, c'est quand même la garantie du respect, la définition la plus simple de l'état de droit, c'est que c'est le système juridique qui garantit que les droits de l'homme sont respectés dans notre pays. Vous dites que l'état de droit n'est pas sacré, vous devenez mon ennemi. C'est normal, vous voyez? Et donc, non, je ne pense pas que ce soit excessif, heu, mais c'est aussi pour ça que je fais très attention à ne pas utiliser, car il est historiquement très chargé, je fais très attention à ne pas qualifier quelqu'un de fasciste à tort et à travers. Qualifier Emmanuel Macron, par exemple, il y en a qui l'ont fait. oui, beaucoup. C'est n'importe quoi, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Par contre, il y a d'autres dirigeants, à d'autres endroits à l'heure actuelle, qui cochent complètement les cases. La grille de lecture d'Umberto Eco est excellente à ce niveau-là. Il a une liste d'une dizaine de critères d'en reconnaître le fascisme. Ça fonctionne très bien. Il faut juste rajouter qu'ils n'ont plus besoin de supprimer les élections. Et justement, vous avez tout à l'heure fait, presque un tour du monde des différents acteurs Je les ai pas tous dit, mais oui. oui, mais on pourrait tout à fait le compléter Ouais, maudit, par faire le exemple. mat la map monde effectivement des différents acteurs que tout à l'heure vous avez effectivement, identifiés, xénophobie, plus État policier et Oui. cetera. Dans justement le choc des empires au XXIe siècle, ne pensez-vous pas que de votre analyse des empires et de leur sphère d'influence, il n'y a pas l'émergence d'une forme d'internationale réactionnaire
pour peut-être le dire, mal, mais vous me reprendrez dans votre réponse, ou une convergence opportuniste d'individus qui justement en fonction de la situation qu'ils trouvent quand ils accèdent Mmh. au pouvoir. Tout à l'heure, vous avez opposé 2 modèles, hein, celui qui est le leader fasciste, mais qui se drape dans le nid de la démocratie qu'il trouve, et qu'il modifie, qu'il malmène et cetera, ou d'autres qui, sont plus Une très bonne vision. assumés et qui, effectivement, sont, dans le déguisement, vous avez dit apparat, pour faire quelque chose de plus cérémonieux, de la démocratie. Est-ce que justement cette chose qui serait en train d'être créée, d'émerger en tous les cas, ne remettrait pas, pardon de ma question, un petit peu en cause ou en risque ces différents pôles d'empire qui, sont en conflit et qui pourraient pas trouver des convergences par rapport à ces personnes ou ces moments que les pays traversent? C'est une question qui est très difficile, à plusieurs titres. D'abord parce qu'elle est compliquée en soi, cette question, heu, parce que vous comment vous dire? Heu, Beaucoup de paramètres. Le D'abord, vous dans ce que vous dites, ça pose la question du rôle respectif de des dynamiques de système et des dirigeants en tant qu'individus dans l'évolution des puissances. C'est un vrai sujet, hein. C'est un vrai sujet, heu et c'est très difficile de répondre. Je pense que comme pour nous tous, dans nos vies, heu, il y a des forces systémiques qui nous dépassent, au sein desquelles il nous reste une marge de manœuvre qu'on va appeler notre libre arbitre, si vous voulez, mais qui est juste ce qui reste quand le système a bougé. Heu, avec un effet de de boucle rétroactive, j'allais dire, et d'autocatalyse et cetera. C'est-à-dire que plus vous avez, vous, du poids en tant qu'acteur dans ce sys dans le système où vous êtes, plus votre action va, en retour, modifier le système et puis modifier ce qui reste de libre arbitre pour un certain nombre d'autres gens. Moi, je le vois comme ça, si vous voulez. Donc, il est certain que quand je décide, de prendre un café ou pas, le matin, ou quand Hitler décide ou pas d'envahir la Pologne, ça n'a pas exactement les mêmes conséquences, en termes d'impact sur les systèmes et d'impact sur les libres arbitres des uns et des autres. Donc, pour autant, je pense que les dynamiques systémiques, sont plus puissantes que, les simples dirigeants individuels. J'ai dit plus puissantes. Je n'ai pas dit que les dirigeants individuels s'effacent, qu'ils n'ont pas d'impact ou qu'ils n'ont pas de rôle et Et cetera. il y aura leur héritage. Voilà, Oui, il y a ils ont un toujours la rôle. question du temps. Enfin, Oui, on peut parler de Trump par rapport à son voilà, premier et son 2e mandat, on peut penser à Erdogan voilà. au départ, en Turquie, enfin il y a beaucoup. C'est-à-dire que, en d'autres termes, pour vous le dire tout à fait rigoureusement, je pense que les grands dirigeants, au sens amoral du terme, c'est-à-dire les dirigeants impactants, Mmh. ce sont ceux qui, sont à la fois les enfants et les parents de leur époque. Heu, En particulier parce qu'ils ont utilisé autant qu'ils pouvaient, dans un sens qui correspondait à une orientation idéologique, parce qu'ils ont tous ça en commun, les marges de manœuvre, que leur laissaient les dynamiques du système. Voilà. Pourquoi De Gaulle a tellement marqué en France? C'est pas parce que la France était particulièrement, surpuissante à l'époque, c'est parce qu'il a vraiment utilisé toutes les marges de manœuvre qu'il avait pour que la France joue au-dessus de sa catégorie, au moment de la guerre froide. C'est pour ça qu'il nous a marqué à ce point-là. Il était à la tête d'une grande puissance et il a fait une politique de superpuissance. Voilà, par exemple. Vous voyez? C'est ça qu'il nous a laissé. Alors, le réveil est brutal, j'en conviens, mais voilà. Et donc, ça, c'est le premier aspect qui me vient par rapport à votre question. 2e aspect, il y a le choc des empires, en soi, dans lequel le retour du fascisme, n'est pas un paramètre structurant. Alors justement, voilà, c'était la question que nous avions, c'est systémiquement, est-ce qu'il n'y a pas finalement un cadre qui mène à une forme de fascisation de la société?
Et que ce soit dans votre, livre précédent déjà sur, la montée de l'extrême droite, est-ce qu'il y a pas des facteurs Oui. sociopolitiques et systémiques qui Mmh. contribuent à la montée d'un vote en faveur de l'extrême droite? Alors, il y a il y a donc le sujet du choc des empires qu'on a évoqué, Mmh. qui est qui est le système dans lequel arrive ce retour du fascisme. Voilà. Donc et le comment dire? Réciproquement, heu, autant le choc des empires vraiment est un paramètre structurant, qui s'impose au fascisme là où il revient et aux dirigeants fascistes là où ils se trouvent, autant la réciproque n'est pas vraie. La réciproque n'est pas vraie, pas systématiquement, vous voyez? Mmh. Et donc il y a bien un paramètre dominant et un paramètre dominé, si on doit hiérarchiser les forces. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, heu, dans le cas des dans le cas du retour du fascisme, pourquoi on a ça? Il y a une liste de raisons assez longue, enfin assez longue. Si on essaye d'identifier et là vraiment c'est un sujet qui est, en ce qui me concerne, est en chantier, hein. Mmh. Heu, je vois plusieurs raisons fondamentales si on doit vraiment distinguer celles qui émergent du lot. Là, je vais essayer de vous les énumérer rapidement. D'abord parce que ça paraît dingue, ça paraît fou, c'est complètement flippant et on se dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Bon, en vrac et sans les hiérarchiser, puisque c'est en chantier dans ma propre tête, hein, donc déjà il y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, heu, avant les réseaux sociaux, hem, les gens qui étaient, fascistes ou disponibles pour le fascisme ne pouvaient pas être connectés tous H24. Maintenant si. Ça change beaucoup de choses, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus avoir comme avant, comme quand moi j'étais, enfant ou adolescent. J'ai vécu une époque, moi, dans laquelle, heu, le fascisme faisait l'objet d'un tabou, social très fort. C'est-à-dire que dès que vous aviez ce genre d'idées qui commençaient à pointer le bout de leur nez, je sais pas moi, à un repas de famille, à une discussion de machine à café, ou au bar du coin, c'était non. Il y avait une pression sociale qui arrivait immédiatement, parce que ça faisait l'objet d'un tabou. Vous pouvez plus avoir de tabous sociaux dans un système avec des réseaux sociaux. Parce que vous allez toujours avoir des gens qui disent: «Non, mais non, moi je suis pas d'accord», et avec le bon hashtag, ils vont tous se connecter entre eux et ils vont créer leur propre bulle et leur propre communauté dans laquelle leur tabou, c'est de ne pas être fasciste. Voilà. Donc ça, c'est un premier élément qui joue vraiment. C'est-à-dire que la société ouverte, ça a en termes de diffusion des idées, ça a des avantages. Dans les inconvénients, il y a, le fait de laisser ressortir de la boîte de Pandore le fascisme. Ça, c'est un premier élément qui joue beaucoup. Je m'en rends compte, parce que voilà, Ce rôle-là a été joué par la presse, avant. Dans les heu, années 30, il y avait pas des hashtags et pourtant, certaines personnes se sont l'effet est pas du tout le même. communautarisées. L'effet n'est pas du tout le même quand c'est uniquement des organes de propagande descendante. Là, on est sur la mise en réseau directe des individus disponibles pour le fascisme. C'est autrement plus puissant. Oui, puis il y a une remise en cause aussi de la parole de l'expert et puis, parallèlement, il y a Oui, une destruction d'un référent commun, oui, c'est ça. national. C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il y a plus de référents communs. Mmh. Ça se voit d'ailleurs, et alors, quand je dis réseaux sociaux, j'inclus, par extension, heu, le paysage médiatique, à force d'être atomisé, hem, les gens qui regardent pas les mêmes émissions, ne vivent pas sur la même planète. Et ça m'a j'ai eu l'expérience de chroniqueur sur TPMP. Alors oui, Et je l'ai justement. dit à l'antenne. Je leur ai dit au bout de 2-3 jours, je leur ai dit, parce qu'ils étaient là, il y a une chroniqueuse qui m'a quasiment sauté à la gorge en me disant: «Je supporte pas ce que vous dites» et cetera, et là je lui ai dit: «Là, oui, la réciproque est vraie, je vous rassure», parce que c'était vraiment une fachotte, hein, épouvantable, et là je lui ai dit: «Mais vous savez, la France qui regarde TPMP, c'est une France que je ne connais pas, que je ne comprends pas et que je ne fréquente pas. Et ma France à moi, vous la connaissez pas non, enfin, vous êtes dans la même situation vis-à-vis de moi, donc c'est bien qu'on puisse se parler». Et
Je disais ça vraiment en toute sincérité, c'est-à-dire ça m'avait vraiment sauté aux yeux qu'en fait, si j'étais pas là sur leur plateau, on n'avait juste aucune base de discussion commune. Et d'ailleurs, on a passé l'essentiel de notre temps à s'engueuler, ce qui était sain d'ailleurs, soit dit en passant, en soi.